Ohio. Cette fois, c'est au Japon que je vous invite de vous rendre, après un vol de 12h30 et 12 000 km et après avoir survolé la route de la soie et le désert de Gobi, pour arriver au pays des mangas et des cosplays, cette mode qui consiste à se déguiser comme ses héros favoris de manga. Le Japon est aussi le pays des sumo, à l'instar du grand champion Taiyo, et bien sûr, c'est le pays du Fuyama qui a bien voulu se montrer quelques instants durant le voyage. À notre arrivée, c'est le début du printemps et nous allons pouvoir profiter de la floraison des pruniers, mais aussi de cerisiers précoces, ainsi que des camélias, des cognaciers du Japon et des magnolias. C'est la saison idéale pour les Japonais pour porter les tenues traditionnelles, kimono ornés de leur hobby pour les dames et kimono pour les hommes. Même les enfants ont les leurs et il existe des kimonos de mariage. Notre voyage va nous conduire entre modernité et tradition de Osaka à Tokyo en passant par les anciennes capitales Nara et Kyoto. Symbole de modernité japonaise par excellence, le Shinkansen ou train à grande vitesse que nous prendrons entre Kyoto et Tokyo, ou encore la robotique avec cet exemple de robot serveur dans un restaurant. Un autre aspect de la modernité au Japon concerne les grands centres urbains comme Tokyo et ses villes périphériques qui se sont dotés d'architecture moderne comme l'hôtel de ville ici à Tokyo ou encore ce musée national qui sert de galerie ou encore donc le musée d'histoire à Osaka. Le Japon est un pays très peuplé, 125 millions d'habitants, dont 13 millions à Tokyo. Aussi, on peut s'amuser de voir la foule s'affronter sur les passages cloutés, comme dans le carrefour de Shibuya, que l'on voit ici en prenant un peu de hauteur. On retrouve bien sûr la même frénésie dans les couloirs du métro de Tokyo. Ainsi, une fois la journée de travail finie, les Japonais aiment à se détendre dans les salles de jeu où l'on joue pour le plaisir ou pour gagner des peluches Pikachu et dans les librairies de manga ou encore en allant écouter de la musique K-pop venue de Corée. Ils peuvent ensuite aller dans les boutiques de K-Books où l'on peut trouver tous les accessoires concernant son groupe préféré de K-pop. Et la nuit venue, la vie continue. Les néons s'allument et c'est l'heure où certains vont jouer au pachinko, ces machines à boules très bruyantes. Et cela peut durer des heures. C'est l'heure aussi où d'autres vont dîner en s'entassant dans les petits restaurants où on peut déguster les plats de nouilles, udon ou ramen, ou des plats plus typiques où le poisson, le tofu et le magret prennent toute leur place. La soirée peut ensuite se prolonger dans les quartiers chauds, comme ici à Tokyo. À côté de tout ce tohu-bohu, il existe des zones plus calmes, plus résidentielles, et des lieux où l'on peut venir se recueillir comme ce temple de quartier shintoïste ou celui-ci qui est bouddhiste. Et puisque nous parlons de lieux résidentiels, voyons quelques exemples d'habitats typiques japonais et en particulier des maisons d'habitation de particuliers avec leurs arbres taillés, leurs toits de tuiles et les éléments de décoration en bois. Il est de tradition au Japon dès le plus jeune âge de porter l'uniforme à l'école, puis au collège et même à l'université. Cependant, la jeunesse a tendance à briser les codes vestimentaires pour aller vers des tenues plus modes, plus décontractées, voire plus décomplexées. Les temps ont donc bien changé depuis les codes rigides qui sévissaient dans les palais du 5e siècle, palais tout en bois et aujourd'hui disparus, comme celui de Osaka. Osaka, c'est par cette grande ville portuaire dont le centre s'organise autour d'un canal que nous allons commencer notre voyage. Elle illustre bien le contraste entre modernité et tradition avec ses gratte-ciels entourant le château féodal avec ses murailles et ses douves.
C'était la résidence d'un shogun ou maître de la guerre qui avait aussi le pouvoir politique. Le donjon du château, reconstruit au début du XXe siècle, est en bois et orné de symboles du shogun. Il est entouré d'un parc avec cette lanterne japonaise. D'Osaka, nous nous rendons à Nara, ancienne capitale du Japon au 7e siècle. C'est dans un immense parc de 500 hectares où vivent en liberté des daims, symbole du parc, et après avoir passé un torii symbolisant le passage du profane au sacré, puis en remontant une allée bordée de 3000 lanternes japonaises, qu'on arrive au sanctuaire shintoïste Kazuga Taisha, fondé au 8e siècle à l'orée d'une forêt. Le Haiden, ou bâtiment de prière pour les fidèles, ainsi qu'un temple annexe de la fertilité avec ses plaquettes votives en bois. Le Shinto, ou la voie des dieux, est la principale et plus ancienne religion du Japon. Elle fut même religion d'État. Elle mêle des éléments polythéistes et animistes. Le Honden, ou bâtiment principal, réservé aux prêtres. Le shintoïsme croit en les esprits de la nature. Ils sont partout et innombrables. La couleur rouge des temples est la couleur du sacré. Après la visite du temple, nous retrouvons les daims et traversons l'immense parc avec ses pièces d'eau, où s'ébattent des carpes et ses ponts japonais, pour nous rendre au Todai-ji et son splendide pavillon en bois du grand Bouddha. Le bouddhisme est considéré comme la deuxième religion du Japon. Il est arrivé de Chine en 538 et était considéré comme la religion de l'étranger. Dans le pavillon central ou Kondo se trouve la statue impressionnante de Bouddha de 15 mètres de haut du 8e siècle. Cette statue de bronze est entourée de 2 bodhisattvas, ceux qui n'ont pas encore atteint l'éveil, et gardée par les rois des points cardinaux dont on a 2 exemples. Après cette visite, nous nous rendons à Kyoto, capitale millénaire et préservée durant la Seconde Guerre mondiale, pour nous rendre au sanctuaire Jonan-gu, célèbre pour son Rakusuyen, ou jardin de pruniers aux pleureurs et de camélias. C'est la pleine floraison des pruniers qui nous offre un feu d'artifice de couleur florale par une belle journée ensoleillée de printemps avec des fleurs de camélia tapissant le sol. En prolongement du parc, un jardin japonais avec ses pins taillés en forme de nuages, ses plans d'eau douces ou vives, où se promènent des carpes koi. Le Jonan-gu est un sanctuaire shintoïste. On y trouve donc un honden devant lequel les fidèles tapent dans leurs mains pour attirer l'attention des esprits, et dans lequel officient les prêtres. Tout autour, on a de petits temples où se trouvent les kami, ou êtres d'un lieu supérieur, existant dans toute chose animée ou inanimée. Nous allons quitter ce sanctuaire shintoïste pour aller dans un autre, toujours à Kyoto, le temple des 1000 portes. Il s'agit du sanctuaire shintoïste Inari ou de la bonne récolte de riz. Passé le torii, on accède aux fontaines des ablutions pour se laver les mains et le visage. Après avoir gravi des escaliers et passé les temples annexes, on se dirige vers le temple principal, placé sous le signe du renard, d'où la forme des plaquettes votives en bois. Le sanctuaire est aussi appelé Temple des 1000 portiques, orange, chacun étant un don d'un généreux donateur. C'est le plus beau temple Inari du Japon. Le lendemain, nous nous rendons à un temple shintoïste dédié à l'empereur de l'époque Heian, le Heian Jingu, avec ses fûts de saké et la statue d'un ours à l'entrée, son style d'époque Heian, 11e-12e siècle, son honden qui a été reconstruit récemment suite à un incendie, ses rubans de prière, les cordes de paille de riz et les guirlandes tressées en zigzag appelées gohei. Derrière le temple se trouve un très beau jardin de style de l'ère Meiji de 3 hectares et demi. On s'y promène par les sentiers ombragés ou en empruntant des pas japonais. Le lac abrite des espèces rares au Japon de poissons ou de tortues, et le jardin est agrémenté de lanternes japonaises et de différentes espèces d'arbres. Au centre du lac se trouve une pagode que l'on ne visite pas, et un pont couvert permet de traverser le lac. Il y a beaucoup de sites intéressants à visiter à Kyoto, comme par exemple Nichō-chō, ce château du XVIIe siècle du grand shogun Ieyasu Tokugawa,
avec son portail et sa façade richement et finement décorés. Ce samouraï, nommé par l'empereur, avait le pouvoir suprême sur les autres shoguns du pays. À l'intérieur, on peut voir la salle du conseil, ornée de belles estampes et décorée en pin, symbole de longévité. À l'extérieur, on peut visiter de très beaux jardins avec des ifs taillés en tortue ou en grue. Un autre site à visiter est le Ryoan-ji, un temple zen, et son dragon peint sur 7 panneaux, mais surtout connu pour son jardin sec, c'est-à-dire de rochers entourés de graviers. Il est entouré d'un jardin zen où prédomine la nature à l'état naturel et agrémenté de fontaines à signification symbolique. Le jardin s'organise autour d'un lac. Mais le site à ne surtout pas manquer à Kyoto est le pavillon d'or ou Kinkaku-ji. C'est un ancien pavillon d'un shogun qui se reflète dans un étang. Il est surmonté d'une statue de grue en or. Ce sera notre dernière visite de Kyoto avant notre départ le lendemain en empruntant le Shinkansen jusqu'à Shizuoka, région de production du thé au pied du mont Fuji, et pour visiter le sanctuaire Shinto Toshogu où l'on accède par téléphérique. Le torii est gardé par 2 chiens léoniens, un gueule fermée, l'autre gueule ouverte, les fûts de saké des donateurs, des cloches en bronze, puis viennent les rubans de prière et les ema ou tablettes votives avant de monter au Honden. Celui-ci confère à ce sanctuaire shintoïste un ensemble de toute beauté, en particulier avec les cerisiers en fleurs. Au-dessus du temple se trouve une tombe qui est celle du shogun le plus vénéré du Japon, Tokugawa Ieyasu, XVIIe siècle, dont nous avons vu le château précédemment, le Ninjō-jō. Parmi les traditions séculaires du Japon, il faut mentionner les estampes japonaises comme celle de Hiroshige et ses 53 stations du Tokaido, la route de Tokyo à Kyoto. On nous fait donc visiter un atelier de fabrication d'estampes où chacun d'entre nous va pouvoir produire sa propre estampe. Le soir venu, nous sommes hébergés dans un authentique ryokan, ces hôtels japonais traditionnels où l'on déjeune et dort sur le tatami et où on peut apprécier les onsen ou bains relaxants japonais à 40 degrés que l'on prend nu. Il y a un bain thermal pour hommes et un pour femmes. Il est également de tradition dans les ryokans de se déchausser et de revêtir un kimono appelé yukata pour aller dîner. C'est un banquet qui nous attend et il faut bien immortaliser cet instant avec notre groupe. Le lendemain, nous longeons la côte orientale de la péninsule Izu pendant 1h30 pour nous rendre à Matsuda et le parc de Nashi-Hirakata, célèbre pour ses cerisiers à floraison précoce. La saison est bien avancée, mais il reste de beaux bouquets de fleurs, y compris de fleurs blanches, dans lesquelles viennent batifoler des rossignols. Sous les cerisiers, des fleurs de colza donnent une jolie touche de jaune et vert. La suite et la fin du voyage se passera à Tokyo. Tokyo, l'actuelle capitale nippone, est en partie traversée par la rivière Sumida. C'est ici que se trouve le palais de l'actuel empereur au pouvoir très limité. Avec Yokohama à côté, c'est la plus grande agglomération du monde avec 32 millions d'habitants. En plus des tours, il y a beaucoup à voir à Tokyo et nous allons commencer par le vieux quartier de Asakusa et son temple situé au bout d'une allée commerçante. Avec sa pagode à 5 étages, le temple Senzo-ji est le plus vieux de Tokyo. Nous y sommes un jour de fête et il y a beaucoup de monde. Ce temple bouddhiste est dédié à la déesse Bodhisattva Kannon. On la surnomme aussi la déesse de la compassion. Intérieur du kondo avec la statue principale. Des cloches en bronze et vue arrière du kondo. À ne pas manquer à Tokyo, la visite du musée Hokusai, ce peintre dessinateur graveur du XVIIIe siècle, bien connu pour ses superbes estampes du mont Fuji. Pour notre dernier jour de visite au Japon, on nous emmène voir la cathédrale Sainte-Marie de Kenzo Tenge, qui fut élève de Le Corbusier et qui a aussi réalisé la mairie de Tokyo. Nous nous rendons ensuite au Koishikawa Korakakuen, un jardin japonais datant de l'époque Edo 1629, construit par le shogun Tokugawa Yorifusa et son fils. L'art de ce type de jardin consiste à reproduire la nature comme des montagnes, des rivières, éventuellement des rizières, etc.
C'est une fois encore le lieu idéal pour faire une photo de groupe. Nous allons ensuite dans le quartier Yanaka, qui est un vieux quartier au nord de la ville, pour visiter un grand cimetière et de petits temples. Les tombes y sont représentées par des petits bâtons avec le nom des morts donnés par les moines. Enfin, avant de nous diriger vers l'aéroport, nous passons par le quartier Odaiba, où se trouve le pont de l'Arc-en-Ciel à 2 étages et une statue de la liberté, symbole de l'amitié franco-japonaise. Ce seront nos dernières images de Tokyo. Un grand merci à Midori, notre guide, qui nous a appris cette chanson, ainsi qu'à Jacques, notre accompagnateur Arts et Vie. Et c'est par le détroit de Bering et le Groenland que nous ferons le chemin du retour.